Allons-y. Donc je vous regarde vous, plutôt par là. Vous faites un plan assez serré, je peux mettre les jambes comme ça, avec des chaussettes un peu ridicules. On s'en fout. On s'en fout. Vous pensez que moi j'ai envie de vivre dans un monde dans lequel 2 milliards de personnes vont devoir partir dans 30 à 50 ans de chez eux? Ça va être le pire épisode de souffrance et d'injustice dans le monde. Bonjour cochien. Nous avons le règne animal qui vient parmi cette interview. Donc, je m'appelle Benoît Missignac, donc je suis océanographe, climatologue. Donc, mon travail consiste à chercher à comprendre comment le niveau de la mer évolue en réponse au changement climatique et l'information que ces variations du niveau de la mer nous apportent sur les variations du cycle global de l'eau et de l'énergie. Je m'appelle Paloma Moritz, je suis journaliste, réalisatrice et je suis responsable du pôle écologie du média indépendant Blast qui s'est créé en mars 2021. Je m'appelle Bernard, ça fait 10 ans, septembre 2012, que je suis installé sur cette terre-là, voilà, qui était de l'agriculture de grande culture, donc classique, et que moi j'ai passé en bio. Donc je m'appelle Hervé Kempf, j'anime Reporter, le quotidien de l'écologie sur Internet. Donc je m'appelle Serge Planton, donc je suis climatologue et j'étais responsable du groupe de recherche climatique à Météo France. En pleine nuit de décembre, des activistes de Greenpeace se réunissent dans les rues de Toulouse. Leur cible, ces panneaux d'affichage, allumés en permanence toute la nuit, et les enseignes de magasins toujours allumées après 22 h. Cette action de Greenpeace, c'est de montrer qu'un panneau lumineux consomme annuellement autant qu'une famille entière. Donc c'est complètement absurde, surtout au moment où on nous demande de réduire notre consommation. En fait, il y a le trou ici. Là. Tu tournes. De ce côté-là, ça marchait pas. Okay. Mais là, si, je pense que je l'ai là. Voilà. Voilà, là tu peux lâcher. Hop, c'est bon. Ouais. Voilà, on propose que les abribus ne soient pas rétroéclairés et qu'on fasse simplement de l'affichage classique. Poser devant, tu sais, mettre photo. Tu sais, faut vendre. Combien d'affiches vous avez posées cette nuit? On va en poser 15 et pour le moment on est à la moitié. Toutes dans cette rue de Toulouse? Que les rues de Toulouse, mais c'est sur toute la période hivernale 2022. L'action sera jusqu'au mois de mars, donc il y aura d'autres affiches sûrement qui vont arriver d'ici le mois de mars. Pourquoi vous éteignez les lumières aujourd'hui à Toulouse? On éteint parce que c'est un symbole aussi pour le gaspillage énergétique. Ces enseignes qui sont allumées, en fait, la nuit, ne sont pas forcément très utiles. Donc aujourd'hui, il y a une action avant tout symbolique. Oui, voilà, c'est beaucoup on joue beaucoup sur le symbole parce qu'effectivement, c'est pas ça qui va faire la plus grosse économie. Vu que c'est visible de tout le monde, en fait, ça permet de montrer, voilà, tout le monde doit faire un effort, y compris les enseignes, y compris les publicitaires, y compris les grandes marques, les petits magasins, tout le monde, quoi. On est plutôt satisfait des efforts des commerçants parce qu'on n'en a pas vu beaucoup d'allumés. Et majoritairement, les commerçants jouent le jeu, quoi. Parce que vous avez déjà prévenu, vous avez sensibilisé les commerçants, c'est ça? Voilà, on allait les voir avant, on leur a demandé est-ce que vous pouvez éteindre vos enseignes le soir, effectivement pour des économies, etc. Et effectivement, il y en a beaucoup qui ont joué le jeu. Donc ça fait plaisir qu'on soit écouté.
Il y a 2 ans, quand nous avons commencé à vouloir réaliser ce documentaire, nous étions sûrement comme vous aujourd'hui. Bien sûr sensibilisés à l'écologie, mais cela restait quelque chose de vague et de compliqué. Nous sommes alors partis à la rencontre de dizaines de scientifiques, citoyens et hommes et femmes politiques pour mieux comprendre ce problème complexe qu'est le réchauffement climatique. Du coup, pour commencer, je vais parler un peu de la crise climatique. Donc je suis sûr que vous en connaissez déjà un rayon, vous savez tous, c'est la merde. Ça fait longtemps que c'est la merde, et c'est en train de s'accélérer très très vite. Et je sais pas si vous connaissez l'histoire des 2 degrés. À mon avis, oui. 2 degrés à pas dépasser. Il se trouve que les 2 degrés, du coup, c'est vraiment une statistique de merde. Parce qu'en fait, c'est une hausse de la température globale moyenne à la surface de la Terre. Parce que je sais pas si vous avez déjà vu à quoi ça ressemble la Terre. En fait, la Terre, c'est 70% d'eau. Et il se trouve que l'eau, ça se réchauffe beaucoup plus lentement que l'air. Quand on parle d'une hausse de 2 degrés, on parle d'une hausse globale. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir combien il va faire là où on habite, pas au milieu de l'océan Pacifique. Ben, il se trouve que quand on parle d'une hausse de 2 degrés, donc ce vers quoi on va d'ici 10 à 20 ans, on parle en réalité d'une hausse de 5 degrés sur la terre ferme, et on parle en réalité d'une hausse de 7-8 degrés lors des pics de température pendant l'été. Donc ça donnerait un truc comme 35 degrés un jour d'été normal en France, et 50 degrés pendant les pics de température. Je ne sais pas si vous vous rappelez au pire de la canicule en 2019, il faisait plus de 35 degrés partout en France. Il a fait 46 degrés dans le sud de la France. Ça, ce sera juste un été normal dans 10 à 20 ans. Actuellement, la situation, c'est la suivante. Il y a 1% de la surface de la Terre qui est à 30 degrés Celsius ou plus, en moyenne, annuelle. C'est des toutes petites poches, c'est principalement dans le désert du Sahara. Avec nos trajectoires actuelles, quand on tapera les 3 degrés, on passe de 1% de la surface de la planète dans ces conditions-là, où personne ne peut vivre, à 20% de la surface de la planète. Et ce que ça représente, c'est la moitié de l'Amérique centrale, la moitié de l'Amérique latine, la moitié de l'Afrique, quasiment tout le Moyen-Orient. Donc je ne sais pas si vous comprenez, mais ça veut dire que plus personne ne pourra habiter là-bas. Ça représentera 3,5 milliards de personnes qui vont devoir bouger. Et ce qu'il nous dit aussi, c'est que ça ne va pas arriver d'un coup dans 30 à 40 ans, c'est que déjà à 2 degrés, il y aura 1 milliard de personnes qui vont devoir bouger de tous les endroits que je viens de vous citer précédemment. Et par exemple, on sait que pour rejoindre l'Europe, par la Méditerranée, il y a environ 1 personne sur 10 qui meurt en chemin. Et c'est important de mettre des chiffres là-dessus aussi, parce que des gens qui migrent, c'est pas juste des gens qui migrent et qui déjà perdent là où ils ont habité pour toujours. Les gens qui migrent, c'est des gens qui meurent. Ça veut dire qu'on parle de potentiellement, à l'horizon 2030-2040, de 100 millions de morts. C'est pire que les 2 guerres mondiales du XXe siècle réunies. C'est le plus grand épisode de souffrance physique et psychique de toute l'histoire humaine, de notre vivant, dans 10 ans, 20 ans si on a de la chance. Et donc pourquoi est-ce qu'on fait ces réunions 5 fois par semaine actuellement en France? Parce que c'est en train de faire tilt pour un paquet de gens, que c'est putain de réel et que c'est en train de se passer maintenant, tout de suite. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, je m'appelle Serge Planton, donc je suis climatologue. J'étais responsable du groupe de recherche climatique à Météo France. Voilà, donc en particulier, notre groupe travaillait pour faire des simulations du changement climatique à venir, sur lesquelles se sont appuyés les experts du GIEC pour faire leur rapport. Alors ce que l'on sait d'ailleurs, c'est que d'abord la température a évolué par cycle, d'une alternance de périodes glaciaires, parce que les étendues de glace étaient très importantes sur les continents, et des périodes interglaciaires, comme la période qu'on vit actuellement, qui est une période entre 2 périodes glaciaires. Le dernier maximum glaciaire, c'est-à-dire en fait le maximum du refroidissement, c'était il y a 20 000 ans. Et il y a 20 000 ans, on n'avait pas du tout la même végétation, c'était plutôt un paysage sibérien. Les glaces des Pyrénées étaient tendues jusqu'à Pau. Et dans la région de Marseille, d'ailleurs, on a mis en évidence il n'y a pas très longtemps la présence d'une grotte à 37 mètres sous l'eau. Eh bien, à l'époque, donc il y a 20 000 ans, elle était à l'air libre et elle a été habitée. Et on voit des dessins de pingouins dans cette grotte. Dans la région de Marseille, il y avait des pingouins. Voilà, donc c'était il y a 20 000 ans et le climat était seulement entre 3 et 8 degrés, ce sont les chiffres du GIEC justement, entre 3 et 8 degrés plus froid qu'actuellement. Le climat de la planète est 3 à 8 degrés plus froid. Et ça, c'était il y a 20 000 ans. Donc 3 à 8 degrés, ça peut changer complètement le paysage. Ça change complètement le paysage. Donc voilà, dans ce cas-là, c'était de la toundra.
C'était vraiment un paysage comme le paysage de la Russie, de la Sibérie même actuelle. Le problème du climat est nécessairement un problème global. Pour une raison simple, c'est que les gaz à effet de serre, en particulier le CO2, sont des gaz à mélange rapide. Et en une dizaine de jours, quel que soit l'endroit où ils sont émis sur la Terre, ils sont déjà redistribués sur l'ensemble de la planète. Et du coup, que vous les mettiez en Chine ou que vous émettiez des gaz à effet de serre, enfin en particulier du CO2 aux États-Unis, au bout d'une dizaine de jours, l'effet radiatif de ce CO2, et donc l'effet sur le climat, elle est déjà globale. Quelles seront les conséquences de la montée des eaux sur l'humanité? Depuis environ 150 ans, on observe que le niveau de la mer augmente plus vite, à peu près 10 fois plus vite. À partir de la fin du 19e siècle, on voit que le niveau de la mer, et ça on l'observe avec des mesures, les premières mesures qui sont faites avec des marégraphes. Les marégraphes, ce sont des instruments qui sont placés dans les ports et qui permettent de mesurer, à l'origine, ils permettaient de mesurer surtout le marnage dans les ports, la différence entre marée haute et marée basse. Et là, on voit que le niveau de la mer augmente beaucoup plus vite que dans le passé. On est à des hausses du niveau de la mer de l'ordre de 1,5 mm par an. Et puis, dans les années 90, donc le CNES et la NASA ont développé une série de satellites et qui permettent de mesurer le niveau de la mer. Et là, on voit que le niveau de la mer augmente encore plus vite, en accord d'ailleurs avec les marégraphes. Les marégraphes et les satellites montrent que le niveau de la mer, depuis les années 90, augmente à la vitesse de 3,3 mm par an, 3,4 même mm par an. Si on regarde sur les 10 dernières années, on est même à 4 mm par an. Alors, ces vitesses-là, elles peuvent paraître faibles a priori. En fait, ce sont des vitesses très rapides qui sont de l'ordre des vitesses qui ont été observées au moment de la déglaciation, quand la Terre est passée d'un ère glaciaire à un ère interglaciaire. Donc on a des vitesses d'augmentation du niveau de la mer extrêmement rapides qui sont dues à deux phénomènes. D'abord, l'océan se réchauffe et donc il se dilate et le niveau de la mer augmente. Et puis ensuite, les glaces qui sont sur les continents, glaciers et puis les glaces des calottes polaires, fondent et font augmenter le niveau de la mer. Et la raison qui fait fondre les glaces et les glaciers et qui réchauffe l'océan, à 93% depuis les années 70, ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Donc dans le futur, qu'est-ce qu'on peut attendre? Donc d'abord, à cause de cette émission de gaz à effet de serre qu'on a mis dans l'atmosphère, et qui sont donc le gaz à effet de serre est toujours présent dans l'atmosphère, donc son effet radiatif sur le climat est toujours présent, on s'attend naturellement à ce que le niveau de la mer continue à augmenter. Même si on arrêtait les émissions aujourd'hui, le niveau de la mer va continuer à augmenter du fait de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et donc on s'attend à une hausse du niveau de la mer d'ici 2100 de l'ordre de 80 cm, si on ne réduit pas drastiquement les gaz à effet de serre. Si on réduit drastiquement les gaz à effet de serre et qu'on suit la COP21, on s'attend à une hausse du niveau de la mer plutôt de l'ordre de 40 cm en 2100. Après 2100, le niveau de la mer va continuer à augmenter, même si on arrête les émissions de gaz à effet de serre. Et là, on s'attend en 2300, il y a beaucoup d'incertitudes, mais on aura des hausses du niveau de la mer de l'ordre qui peuvent aller de 2 mètres à 5 mètres de niveau de la mer, voire 7 mètres de niveau. Alors, il faut voir que ces hausses du niveau de la mer, elles semblent faibles si on regarde de loin, mais elles sont en fait très importantes. 1 mètre de niveau de la mer, c'est quelque chose de considérable. Si vous regardez la carte de la Terre et la répartition de la population, plus de 10% de la population vit à moins d'1 mètre de la Terre, du niveau de la mer. Et en fait, depuis que l'homme s'est installé, s'est sédentarisé, environ 11 000 ans avant Jésus-Christ, le niveau de la mer avait très peu évolué. Et du coup, il y a beaucoup d'installations et d'infrastructures qui se trouvent à des distances du niveau de la mer assez faibles et qui sont vulnérables. Après cette première interview, nous avons voulu voir ce qui s'est passé sur le terrain pour documenter l'impact du réchauffement climatique sur notre région. Nous commençons notre enquête ici, à Bagnoul-sur-Mer. Nous y rencontrons André, viticulteur retraité. Il gère aujourd'hui la coopérative agricole L'Étoile et est préoccupé par l'impact du réchauffement climatique sur ses cultures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelle mesure vous êtes impacté par le réchauffement climatique? Le dérèglement climatique, déjà, nous, ça fait quelques années qu'on le vit. Déjà au niveau des récoltes. Les récoltes, avant, on vendangeait en septembre. Maintenant, en vendange, on a commencé les vendanges début août, ce qui était quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Alors, c'est pas lié à cette année, puisqu'on se rend compte que ça fait quelques années déjà qu'on a des vendanges qui sont de plus en plus précoces. On a des pertes de rendement qui sont assez importantes. On le voit cette année, où on a des très forts degrés. Je pense qu'on a perdu en rendement, à mon avis, 30% facilement, quoi. Ouais. Donc ça fait 30% de salaire en moins à la fin du mois. Ah, complètement, c'est lié.
c'est lié, puisqu'on est payé au kilo, hein, effectivement. Donc oui, il y a un manque à gagner pour les vignerons qui est indéniable. C'est partout. Les champagnes, ils ont des vendanges en août quand même, ce qui est absolument prodigieux, quoi. Hein. Jamais on n'aurait pensé ça. Moi, j'ai fait les vendanges en Champagne. On vendangeait fin octobre. On finissait dans la neige quand même avec des bottes. Hein. Nous rencontrons également Armin, propriétaire d'une petite parcelle amateur qu'il cultive en bio. Il est l'un des rares qui nous a laissé filmer l'impact du réchauffement climatique sur ses cépages. Nous tournons en août, saison des vendanges à Bagnols-sur-Mer. Et vous avez des pertes de rendement du coup avec le passage en bio ou pas? Oui, parce que en même temps avec le changement de climat, le rendement ou avec la sécheresse, c'était pas le bon moment quoi, pour transformer. Celles-ci elles sont traitées? Oui. Pardon? Oui, tout ça c'est traité. On voit parce qu'entre les pieds on n'a pratiquement pas de herbe, rien. Ouais, ok. C'est cailloux. Voilà. Et sur les vôtres du coup il y a de l'herbe? Vous allez voir. Comme les vignes d'Armin ne sont pas traitées, elles offrent un rendement moindre que celles de ses voisins. Le vin bio est malheureusement encore une niche qui tend à se démocratiser de plus en plus. Et là, on voit aussi, il y a des oliviers qui souffrent de sécheresse. Et du coup, il y a des pieds qu'on séché ici? Ah oui, je vois bien. Les pieds otariens, ils se sont mis en protection, tu vois. Ok. Ils se mettent en protection, ils donnent rien. Tu vois bien que là, ça donne rien. Ouais. Oui, il y a des pieds avec vraiment à peine de raisin. Là, si tu veux, t'as même pas un verre. Ouais, ça a poussé au printemps, à l'été, puis là ils sont morts quoi. Vous pensez qu'elles sont amenées à disparaître ces vignes-là? Je sais pas, pour l'instant, je sais pas, c'est mal parti. C'est mal parti. Alors, il y a les bacs, hein, c'est-à-dire orientation nord, qui sont moins impactés que les Soulas, les Suds. Les Soulas, c'est les expositions plein sud. Là, effectivement, il y a du souci à se faire. Hein. Moi, je vois, là, c'est une vigne plein sud. Je ne suis pas très optimiste sur la fin des... Ouais. Après, le vin en lui-même, le produit final, oui, non, il a un avenir. Effectivement, chez nous, au niveau de la cave coopérative, ça marche relativement, même pas relativement, ça marche très bien à l'heure actuelle. Donc, à partir de là, c'est à nous adapter. Et puis, on est obligé. Je veux dire, l'agriculture, elle s'est toujours adaptée, pas forcément liée à ces causes-là, hein, mais elle s'est toujours adaptée quelque part. Hein. Donc là, il faut qu'elle s'adapte et on trouvera bien des moyens de pallier à ce problème, quoi. On parle beaucoup d'urgence climatique. Est-ce que ce terme est réellement approprié? Oui, je pense que le terme urgence climatique, c'est tout à fait approprié. Alors pourquoi? Parce que les choix que l'on fait, ou les non-choix que l'on fait, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte que de décider de ne pas réduire plus, c'est un choix en soi, oblige nos descendants, vont mettre nos descendants dans une position difficile. C'est-à-dire que si on continue à faire des choix trop légers ou à ne pas faire certains choix, c'est nos enfants qu'on va obliger à faire des choix drastiques face à une situation plus complexe et surtout qui devient de plus en plus urgente. C'est-à-dire que la situation est déjà urgente et elle le deviendra d'autant plus que notre action est lente. Donc les choix que l'on fait aujourd'hui impliquent les générations futures. Si on se met dans un contexte français, il faut bien comprendre que le futur est déjà là, que l'urgence écologique a déjà des impacts sur nos vies. En France, il y a 100 000 personnes qui meurent prématurément à cause de la pollution de l'air. Il y a plein de maladies, de cancers, de diabète qui sont liés aussi aux pesticides, à nos modes de vie. Il y a des questions de précarité énergétique, etc. Donc en fait, on a absolument tout à y gagner à faire face à cette urgence maintenant. Et plus on retardera l'action, plus il y aura de morts, de malades et de vulnérabilité aussi et de précarité. Donc il y a un double bénéfice à arrêter d'émettre des gaz à effet de serre, c'est que on s'expose à un niveau de la mer beaucoup plus bas à l'équilibre pour les générations futures, dans les centaines et milliers d'années, et surtout on y va beaucoup plus lentement. Alors y aller beaucoup plus lentement, c'est très important pour le deuxième aspect, qui est l'adaptation. On sait que le niveau de la mer va augmenter longtemps, on sait qu'on a intérêt à diminuer les émissions de gaz à effet de serre pour qu'il augmente moins et plus lentement.
Mais il faut déjà préparer l'adaptation. Il faut déjà se positionner pour, comme le niveau de la mer va augmenter, il faut déjà se préparer à des hausses de niveau de la mer de l'ordre de 1 mètre en 2100 et plusieurs mètres au-delà de 2100. Et cette adaptation, elle est d'autant plus facile qu'on a diminué nos gaz à effet de serre parce que, comme le niveau de la mer monte lentement, on a plus de temps pour le faire. Parce qu'aujourd'hui, les gens prenant conscience que le changement climatique est là, ils prennent conscience qu'il va falloir agir et ils prennent conscience de la difficulté d'agir. Parce que comme le carbone est partout, diminuer les émissions de gaz à effet de serre s'accompagne de mettre, aujourd'hui en tout cas, une des solutions centrales que proposent la plupart des gens, c'est de mettre un prix sur le carbone pour introduire le prix du carbone dans le marché. Et la question fondamentale, c'est comment est-ce qu'on va faire ça de manière à ce que ce soit juste socialement. Comment est-ce qu'on met ce prix-là, étant donné la situation économique et sociale des différentes sociétés. Le dernier rapport du GIEC met en effet en avant le fait que derrière le réchauffement climatique se cachent des enjeux plus larges et globaux, comme le problème des inégalités sociales. Là, on est en train d'expérimenter une sécheresse en France. On est au mois de mai, il fait 32 degrés depuis 5 jours. Bon, l'inégalité sociale, elle va se retrouver dans un truc très simple, c'est que les plus riches, ils vont pouvoir s'acheter des clims. C'est déjà le cas en Inde, là, il a fait 51 degrés. Les plus riches n'ont rien vu sortir parce qu'ils étaient avec leur clim. Le même problème va se poser en France, c'est-à-dire que c'est encore les plus riches qui vont réussir à, par leur richesse, ne pas subir les conséquences. C'est eux qui vont être capables d'acheter beaucoup plus cher leur bouffe ou de remplir toujours leur réservoir d'essence, même si le prix de l'essence flambe. C'est toujours les plus précaires qui vont subir les premiers les impacts du dérèglement climatique, y compris en France. Aujourd'hui, on ne peut pas penser l'urgence écologique sans penser la question des inégalités sociales et économiques, donc ce qu'on appelle la justice sociale, et notamment aussi la justice climatique. En fait, on le voit aujourd'hui, les personnes qui sont les plus impactées par le dérèglement climatique, ce sont les personnes les plus vulnérables. Donc déjà dans les pays du Sud, mais aussi au sein même des pays développés, ce sont les populations les plus vulnérables qui sont les premières impactées par le dérèglement climatique. Par exemple, en France, il y a 5 millions de passoires énergétiques, il y a 12 millions de personnes qui sont dans une situation de précarité énergétique. Il y a beaucoup de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Il y a beaucoup de personnes aussi qui en fait sont les premières impactées par exemple par les inondations, etc. parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens derrière de réparer, de reconstruire ce qu'elles ont perdu. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il y a une grosse différence de responsabilité. Pour la faire courte, plus on est riche, plus on pollue. Donc en fait, aujourd'hui, ce sont les personnes qui contribuent le moins au dérèglement climatique qui sont les premières victimes de ce même dérèglement climatique. En France, la moitié des personnes sont déjà à peu près, émettent à peu près 5 tonnes de CO2 par an par habitant, ce qui est ce qu'on devrait émettre en 2030. Donc ce n'est pas à elles de faire des efforts aujourd'hui, c'est aux personnes qui justement sont dans des situations plus privilégiées et qui, par leur mode de vie, par leurs investissements financiers, contribuent au dérèglement climatique et à la pression sur les écosystèmes et sur la biodiversité. En fait, on peut clairement pas régler le problème écologique sans régler le problème des inégalités. C'est ce que montrent la plupart des rapports du GIEC et la plupart des rapports scientifiques. Dans tes vidéos, tu dénonces entre autres la déconnexion entre l'homme et le vivant. Le vivant ? On est hors sol, ouais. Quelles sont selon toi les raisons de cette déconnexion ? La déconnexion entre les humains et leur environnement, elle est intimement liée à la question climatique parce que ce qui nous permet la déconnexion, c'est une énergie abondante à bas coût. On peut se permettre de s'en foutre de la Terre et de son état si on a la chimie qui fabrique tous les intrants qu'on va prélever dans le sol et jamais remplacer. Là, on peut se permettre de balancer des engrais chimiques. On peut se permettre d'utiliser des énormes machines qui aussi fait qu'on n'a jamais les mains dans la terre. Et on peut se permettre d'avoir une génération numérique avec de l'énergie infinie à cause de ce système-là. Je pense que tant qu'on est hors sol comme ça, tant qu'on a cette énergie infinie, on va continuer d'être hors sol en fait. C'est un petit peu le bilan un peu sombre que je tire, c'est que je pense que tant qu'on aura de l'énergie, on va totalement être capable de vraiment cramer tout ce qui est à la surface de la Terre, y compris en s'installant dans des espèces de méga cities sous terre, avec tout en agrologie hors sol, quoi, avec nos millions de poulets. L'humanité est capable de faire ça, de tout raser et de se maintenir, tant qu'elle a de l'énergie infinie. Et là, cette énergie infinie, elle va se tarir en fait, ça on le sait.
C'est ça qui est fascinant avec l'époque dans laquelle on est, c'est que contrairement par exemple à mes parents quand ils avaient notre âge là, ils n'étaient pas capables de vraiment sentir la fin. Ils étaient dans la pleine accélération de l'utilisation de l'énergie. Nous, on perçoit la fin. On voit que le prix de l'énergie augmente. On sait qu'il n'y a aucune énergie magique qui va nous sortir de là. Entre autres parce que là, si on est si bien niveau énergie, c'est qu'on utilise des ressources qui ont pris des millions d'années à être fabriquées. Il ne faut jamais oublier ça. C'est des énergies fossiles. Ça prend des millions d'années avant d'être fait. On ne sait pas fabriquer ça. Tout à l'heure, tu disais qu'il n'y avait pas d'énergie magique qui pourrait nous sauver. Nous constatons que beaucoup de personnes comptent sur l'innovation pour nous sortir de là. Est-ce que l'innovation peut contribuer positivement à la lutte contre le réchauffement climatique ? Je pense que quand on met ses espoirs dans l'innovation, c'est qu'on a pour ambition d'être dans les 1% les plus riches de la planète. C'est-à-dire que quand on pense que c'est de la technologie de pointe qui va nous sauver, c'est qu'on se dit qu'on aura les ressources pour y accéder. Et ce n'est pas le cas pour l'immense majorité de la planète. Donc c'est pour ça qu'un Elon Musk, c'est facile pour lui de croire en l'innovation comme solution au changement climatique. Parce qu'il se dit que de toute façon, lui, il y aura accès, tu vois. Lui, il pourra s'installer sur Mars. Combien de personnes sont concernées par son projet de s'installer sur Mars ? C'est pas la population mondiale, hein. C'est une infime minorité et il le sait. Et c'est là qu'il y a un conflit de classe. Un conflit de classe, pas un conflit de classe. Aujourd'hui, il y a plusieurs discours de l'inaction. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles des personnes, des responsables politiques ou d'ailleurs à l'échelle individuelle, n'ont pas envie d'agir, n'ont pas envie de réagir. L'une des justifications de ça, c'est une foi dans le progrès, dans la solution technologique. C'est l'idée de se dire en fait la technologie nous sauvera. Le problème en fait avec cette façon de penser, c'est finalement ça nous autorise à continuer business as usual. C'est de se dire on va continuer à vivre comme ça, avoir exactement le même mode de vie, surtout ne le remettons pas en question, puisque la technologie nous sauvera. Sauf qu'en fait aujourd'hui on ne peut pas faire ça. Et c'est complètement utopiste de penser qu'on peut faire ça, parce qu'il s'agit, quoi qu'il arrive, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et de réduire nos pressions sur les écosystèmes. La technologie, elle peut venir un tout petit peu aider sur certaines solutions, mais elle n'est pas la solution. Et aujourd'hui, on le voit, la plupart des technologies ne sont pas prêtes. Par exemple, si je prends l'exemple de l'avion vert, il sera prêt en France qu'en 2035 et que pour les très petites distances. Donc il ne va pas du tout absorber l'évolution du trafic aérien qui est de plus en plus important. Donc en fait, aujourd'hui, la première chose à faire, c'est d'atténuer les effets du réchauffement climatique, de réduire nos émissions, de nous adapter et absolument pas de se dire qu'en fait, on va croire en la technologie et qu'elle nous sauvera. Pourquoi les entreprises et gouvernements font-ils du greenwashing ? Alors, le greenwashing, c'est de dire on va vers la transition écologique, puisque on est pollueur, on va devenir non pollueur, et le chemin à faire entre les deux, c'est notre transition. Et là, il y a une énorme tricherie, parce que à la fois les industriels et les politiques ont dit on va pouvoir maintenir notre niveau de vie, on va pouvoir maintenir notre confort matériel, on va pouvoir maintenir notre démographie, on va pouvoir tout maintenir en faisant la transition écologique et en arrivant à un mode de vie et un mode de production, etc., qui soit compatible avec le maintien du vivant sur cette planète. Et ça, c'est un gros mensonge. C'est un gros mensonge parce que c'est juste pas possible. C'est pas possible de continuer à voyager autant, à produire autant, à consommer autant, à faire autant de trucs, de loisirs débiles comme les 24 heures du Mans, les aéroclubs. Enfin, ça, c'est des loisirs qui devraient même plus exister. Des sports qui devraient même plus exister. Et en fait, ils n'ont pas le courage de le dire. Et donc, ils disent, on va faire cette transition. Et vous allez voir, de plus en plus, on arrivera vers la situation où on n'épuisera pas les ressources de la nature et de la terre et où ça ira. Mais sans changer grand-chose à votre confort, vous inquiétez pas. Ça, c'est du mensonge et c'est ça qu'on appelle le greenwashing. Nous continuons notre enquête, toujours sur le terrain, avec Bernard, maraîcher bio dans le Lauragais, pour comparer l'impact du réchauffement climatique en bord de mer à Banyuls et au Lauragais. Il faut baisser un peu la tête des fois en passant. Je m'appelle Bernard. J'avais ce projet d'être agriculteur depuis l'âge de 20 ans en fait. Et donc ça fait 10 ans, septembre 2012, que je suis installé sur ces terres-là. Voilà, qui était de l'agriculture de grande culture, donc classique.
et que moi j'ai passé en bio pour développer mon activité de maraîchage diversifié. Dans quelle mesure êtes-vous impacté par le réchauffement climatique? Au niveau de mon activité, elle m'impacte déjà physiquement, ça c'est net. Donc ensuite mes plages de travail sont réduites puisque quand il fait trop chaud, il est impossible d'aller travailler. Et notamment cette année, je veux dire, il y a eu beaucoup de fleurs de tomates qui ont brûlé. Après, il y a des fruits aussi qui subissent des coups de chaleur, comme nous quand on subit un coup de soleil. Et ce que j'ai eu aussi en événement par rapport aux chaleurs, c'est en 2019, un voisin qui ramassait sa paille à 4 h de l'après-midi, il faisait 38 degrés à l'ombre. Et l'incendie s'est déclaré sur la parcelle voisine de mes serres et est venu impacter et brûler ma serre. Par contre, avec les grosses chaleurs qu'on a eues, on perd énormément de fleurs, notamment de tomates. Et là, comme je dis, première quinzaine de septembre, j'aurais dû avoir récolter dans les 300 kg de tomates semaine, j'allais récolter 60. Comme beaucoup d'autres agriculteurs, face au réchauffement climatique, Bernard a cherché à se protéger pour être plus résilient. Il nous présente les différentes solutions qu'il a mises en place pour atteindre cet objectif. Sur les cultures, elles sont menées en but. En fait, en 2018, il y a eu des grosses inondations dans l'Aude, vous avez dû en entendre parler à l'automne. Et ici, il est tombé 70 mm d'eau en une nuit. Les 800 choux, ils avaient les feuilles qui baissaient et ils étaient pourris. Sur les vaisseaux sanguins, les vaisseaux de sève des pieds étaient noirs de moisissure. Donc là, j'ai perdu 800 kg facile de marchandises. Et ça fonctionne comment du coup En fait, c'est des 3 paires de disques et en fait, qui sont derrière le tracteur, qui sont tirés par le tracteur et qui, en avançant, prennent la terre et la réunissent au milieu. C'est en fait quand tu as eu des grosses pluies, l'eau reste dans ces creux et les racines des légumes ne sont pas asphyxiées puisque l'eau est drainée en fait. Une autre solution mise en place par Bernard pour être plus résilient, l'irrigation au compte-gouttes. Tous les étés, les agriculteurs doivent respecter des quotas d'eau à ne pas dépasser. Une irrigation au compte-gouttes permet donc d'économiser de l'eau, en plus de faciliter le travail de désherbage. Et donc en fait, avec le goutte à goutte, l'irrigation localisée, on favorise l'irrigation au niveau de la plante cultivée. Et derrière, ça fait qu'on utilise moitié à 2 tiers moins d'eau que si on faisait par aspersion. Ici, l'avantage, c'est qu'on a le goutte à goutte jetable. Alors, on a un goutteur ici, on a un autre là. Donc voilà, c'est les gouteurs tous les 20 cm. Et ensuite, sur les planches de choux, c'est du pérenne. Et donc, on a un goutteur ici. Alors, on voit le trou de sortie. Et le suivant, il est là. Donc là, on se retrouve à 30 cm. On a un écart beaucoup plus grand. Donc en fonction des cultures, puisque les choux, on les espace tous les 60, mettons un goutteur tous les 30, c'est bien. Donc chaque goutteur va donner 2 litres par heure. Donc là, on voit bien l'auréole du goutteur. Et après, ça fait ce qu'on appelle en sous-sol un bulbe d'humidité. Et les racines vont pouvoir se développer là, et ça limite l'herbe. Et ensuite, pour limiter la perte en eau du sol, il y a aussi le paillage, notamment végétal, par le foin que je récupère sur mes autres parcelles. Et donc en fait, il protège le sol et en plus, la dégradation de la matière va permettre à la vie du sol de se nourrir et de se développer. Et derrière, on a des choux qui commencent à être jolis. Je pense que d'ici une dizaine de jours, ils vont se retrouver dans les paniers. Et toi, tu penses quoi de l'avenir de l'agriculture par rapport au dérèglement climatique? Si on veut autant avoir ce qu'on appelait le 3D, donc durable économiquement, environnementalement et socialement, je veux dire, il faut sortir des systèmes quasi industriels. Donc il faut revenir
à une agriculture de petite production et qui reste locale en fait. Donc ça implique derrière un changement de société assez conséquent. Ça veut dire que les gens, ils n'iront plus acheter des tomates à Noël, ils n'iront plus acheter des cerises à Noël. C'est-à-dire moi, le jour où j'ai plus de pétrole ici, c'est pas moi tout seul qui vais faire la production que je fais. Il faut être au moins 4. Il faut accepter de rémunérer les gens qui vont faire ça d'une façon plus décente. Puisque actuellement, on est une société où le travail manuel n'est pas reconnu. Et nous, c'est un travail manuel, quoi. Donc, moi, pour améliorer ces terres qui étaient anciennement des terres dites intensives, d'agriculture intensive, voilà, en amélioration de fond, j'amène du compost. Et donc, ce compost va permettre de favoriser la vie du sol, puisqu'elle a besoin de dégrader de l'organique, puisqu'elle ne va pas dégrader du minéral, hein. Elle va dégrader de l'organique, l'associer au minéral, la vie du sol. Mais il y a quand même des études assez complètes qui ont été faites, et en disant on peut mettre toute la planète en bio, on nourrira tout le monde. Voilà. Par contre, on changera de système, on ne mangera pas de la viande tous les jours. En gros, c'est ça. Mais c'était oui, pour moi, l'agriculture, c'est obligé que ce soit voilà, dans le mode biologique. Pour le reste, pour moi, voilà, ça ne respecte pas du tout la vie, sous quelque forme que ce soit. En tant que journaliste, nous nous sommes beaucoup questionnés sur notre propre rôle dans la sensibilisation de la population envers le réchauffement climatique. On accuse souvent les médias de mal médiatiser ce sujet, et nous avons voulu savoir pourquoi. Je pense que les médias ont un rôle absolument fondamental à jouer dans la lutte contre le dérèglement climatique, en informant, mais aussi en essayant de faire en sorte que ces sujets soient réellement présents dans le débat public. Malheureusement, c'est pas encore vraiment le cas aujourd'hui. On est à un stade où on devrait déjà parler des voies possibles, des solutions pour s'adapter, pour atténuer les effets du dérèglement climatique. Et malheureusement, on en est encore à convaincre de l'urgence. Et je pense que c'est aussi lié au fait que pendant très longtemps, les médias n'ont pas du tout, et encore aujourd'hui, n'ont pas du tout accordé à l'urgence écologique la place qu'elle mérite dans nos sociétés et dans nos débats. Moi, je pense que le travail des médias aujourd'hui, il est vraiment de marteler le message, de lier aussi les problèmes. C'est ça le truc, c'est qu'on pense les choses en silo. Moi, j'essaie avec mes vidéos qu'il y ait une sorte de continuité, qu'on arrive à, au fur et à mesure, comprendre la complexité du problème. Et c'est vrai que c'est difficile à faire quand tu es un média plus traditionnel, parce que tu dois sortir des papiers chaque jour limite, et que du coup tu n'as pas le temps de lier les choses ensemble, de dire en fait là ce qui se passe dans les forêts françaises sur l'industrialisation de la forêt, sur les plantations de résineux, c'est lié au plan de relance. Le plan de relance est lié à la stratégie néolibérale, qui elle-même est liée aux banques qui ont besoin d'être renflouées. Enfin tu vois, tout est lié en fait, c'est un tout. Et effectivement, quand on doit sortir un article par jour, c'est pas trop possible, quoi. Selon vous, pourquoi les médias mainstream médiatisent peu ou mal le problème climatique ? Alors il y a une étude de Reporters d'Espoir qui est sortie en juillet 2020 qui montre que sur les 10 dernières années, le climat a occupé que 1% des sujets, tous médias confondus. Et ici, je parle que du climat, donc pas aussi de la biodiversité, etc. Donc on voit qu'il y a vraiment un problème aujourd'hui. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer le fait que les médias aujourd'hui, notamment les médias traditionnels, ne parlent pas assez de l'urgence écologique. Il y a premièrement une raison de formation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de journalistes qui ne sont pas forcément formés aux sciences climatiques, à comprendre en fait la complexité de ce sujet. Il y a aussi des questions d'économie, ça prend du temps de décrypter des rapports, etc. Et on est dans des économies de médias qui sont de plus en plus réduites et qui forcent en fait à écrire très vite et qui ne laissent pas forcément ce temps de la complexité. Et il y a aussi une question d'intérêt économique et politique, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, quand on regarde quelle est l'urgence écologique, quelles sont les responsabilités, il y a une grande responsabilité qui est aussi celle des entreprises. Il y a un chiffre qui circule beaucoup qui explique qu'il y a 100 entreprises qui sont responsables de 71% des émissions mondiales de CO2. Et donc, en fait, à un moment donné, il faut aussi dénoncer la responsabilité de ces entreprises. Et comme ces médias-là sont financés par certaines de ces entreprises ou diffusent de la publicité qui est liée à ces entreprises-là, eh bien, ça devient aussi plus compliqué de dénoncer directement ces entreprises qui sont pour beaucoup des criminels climatiques. Je pense notamment, par exemple, aux industriels fossiles.
Dans tout ça, il y a évidemment le problème de la concentration des médias. Aujourd'hui, en France, on a des médias publics, donc qui sont payés par nos impôts, mais il y a aussi des médias privés de plus en plus et qui ont une force de frappe très importante. Et ces médias privés sont concentrés dans les mains de milliardaires qui n'ont pas d'intérêt particulier à ce que l'on parle de l'urgence écologique, puisque cette urgence écologique remet en question d'une part leur vision du monde, mais aussi leur mode de vie et la plupart de leurs investissements dans des sociétés polluantes. Puisque en fait aujourd'hui la problématique à laquelle on est confronté, c'est pas simplement de réduire nos émissions, sinon ce serait presque simple. Il y a un concept dont les médias ne parlent jamais, ce sont les limites planétaires. Et en fait c'est les limites à ne pas dépasser pour conserver en gros l'habitabilité de la planète. Et en fait si on ne prend pas en compte toutes ces limites planétaires et notamment par exemple les questions de biodiversité, on ne va pas s'en sortir. Donc la question n'est pas que climatique et aujourd'hui malheureusement les médias ne parlent que de climat et pas assez et ne parlent pas du tout de tous les autres sujets. Un autre mot qui revenait souvent pendant nos interviews était celui d'éco-anxiété. Nous avons alors enquêté sur ce sentiment apparu récemment dans le débat public. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à t'engager avec Extinction Rebellion ? La raison principale, c'est l'angoisse. L'éco-anxiété, l'angoisse des... ma grosse peur, c'est les guerres. On a chacun ses peurs majeures et je sais bien que une fois qu'une partie de la planète sera devenue inhabitable, ça va forcément faire des déplacements de population et forcément les guerres qui vont avec, les viols, les exactions, la loi du plus fort. Donc voilà, j'ai vraiment très très peur pour l'avenir, pour les générations à venir. Moi j'ai choisi de fait de cette angoisse de ne pas faire d'enfants. Mais je reste angoissé pour mes frères et sœurs humains actuels et à venir. Donc c'est cette angoisse m'a forcé à sortir de ma zone de confort et notamment pour une première action d'aller m'installer au milieu de la route, de bloquer de bloquer le flot des voitures avec un panneau expliquant mon anxiété, de sortir du cadre. Donc le but à long terme, ce serait de faire partie des gens qui pourront permettre d'atteindre la masse critique, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de personnes qui se sentent concernées par le problème et qui se l'approprient. Mais la raison principale, elle est extrêmement égoïste, c'est que je ne peux pas vivre avec cette angoisse tout le temps. C'est un moyen d'évacuer peut-être le stress ou l'anxiété. Oui, le temps de l'action permet le temps d'un moment de sortir de la tête et des conséquences effectivement des crises écologiques en cours. Ce témoignage nous a poussé à nous intéresser de plus près à la résistance civile, en poursuivant notamment les actions du collectif Dernière Rénovation, bloquant les périphériques français dans l'espoir d'une politique de rénovation thermique des bâtiments, une mesure jugée par le GIEC comme étant l'une des plus accessibles à mettre en œuvre et qui aurait un impact significatif sur le climat. On est chaud ? Ouais, bien sûr. On est plus chaud que le climat. Tout le monde. Ouais. Ça va durer 30 minutes, on fait une action de désobéissance civile, c'est vraiment la police va arriver, il n'y aura pas de problème. Je découvre, je connais bien l'idée de la rénovation énergétique, mais je ne connaissais pas ce mouvement. Maintenant, je les trouve peu nombreux, c'est dommage. Aujourd'hui, pourquoi tu es là, assis sur le périphérique ? Parce que c'est ma place en tant que citoyenne inquiète pour son avenir, étant donné que le gouvernement français ne prend pas les mesures qu'il pourrait prendre pour protéger notre avenir à toutes et tous. Je ne peux pas rester impassible, donc c'est ma place de venir perturber maintenant, parce que c'est tout ce qui nous reste pour se faire entendre. Pour exiger la rénovation thermique des bâtiments. Ce serait une vraie première
première mesure sociale et climatique. Une mesure de solidarité, une mesure d'anticipation en fait de notre avenir à toutes et tous. C'est maintenant ou jamais que ça se passe. C'était prévisible de se faire arrêter par la police? Bien sûr. C'était dans le plan? On sait ce qu'on fait, on sait ce qui nous attend quand on fait ces actions. Vous êtes prête à aller en prison pour sauver l'avenir de l'humanité? Aller en prison, c'est rien par rapport à ce qui nous attend si on fait rien. Suite aux actions de dernière rénovation, le Parlement adopte en octobre 2022 un investissement historique de 12 milliards d'euros dans la rénovation énergétique. Pourtant, quelques jours plus tard, voici ce qu'il se passe. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement pour la première partie du projet de loi de finances pour 2023. Contre toute attente, le gouvernement a balayé cette mesure jugée nécessaire par le GIEC, retardant ainsi notre action climatique. Contribuer à faire émerger un rapport de force, maintenant pour moi c'est un échec tout simplement parce qu'en France la transition elle n'est pas du tout entamée. Ça on le sait, on est encore en train de soutenir Total, on est encore en train de faire des méga projets polluants un peu partout et le chantier par exemple très facile, le chantier immédiat qu'on aurait dû mettre en place il y a 5 ans déjà qui est la rénovation thermique des bâtiments, on en est toujours au balbutiement. Donc non, au niveau impulser des changements réellement indispensables et immédiats, non, c'est pas gagné. Est-ce que vous pensez que le militantisme est un moyen efficace pour faire pression sur les gouvernements pour obtenir de réelles prises de décision concernant la crise climatique? Alors, non seulement c'est efficace, mais je pense qu'il n'y a jamais rien eu d'autre qui fasse peser sur les décisions des gouvernements depuis le début de l'histoire de la démocratie. Je pense que le militantisme est la seule, sous toutes ses formes, il y a plein de formes de militantisme, mais c'est la seule force qui fasse vraiment changer la société. Parce que le contraire du militantisme, c'est chacun chez soi et pense qu'à soi. Donc à partir du moment où on s'engage dans la société, on fait partie des forces qui peuvent faire changer la société. Moi, une des luttes qui m'a le plus impacté, où je suis allé plusieurs années de suite, c'est celle de la mine de Ambach en Allemagne. C'est une mine de lignite, c'est le charbon le plus polluant. Et cette mine-là, elle devait être vendue. Et pour impacter sur cette vente, pour éviter que la mine se maintienne dans le temps, chaque année, plusieurs fois par an, il y a des milliers de personnes qui viennent la bloquer. Et le message il est très clair, c'est si quiconque veut la racheter, vous allez avoir affaire à nous. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle ferme. Et ça, je pense que s'il n'y avait pas ces mobilisations-là, la mine, elle serait déjà vendue et l'exploitation, elle se poursuivrait encore pendant 50 ans en fait. Donc quelque part, c'est très difficile d'évaluer l'efficacité de nos mouvements. Moi, ce que je trouve très clair, c'est qu'aujourd'hui, c'est un des trucs qui est chouette, c'est que dans les pollueurs, ils se disent « Putain, on peut plus faire une autoroute tranquille, quoi. Ah, on peut plus faire un entrepôt Amazon à ciel ouvert en disant ouais, on va installer Amazon. Non, il faut toujours qu'on se cache, il faut qu'on crée des sociétés écrans. Ils sont en train de mettre en place des stratégies certes efficaces, donc ça c'est très chiant pour nous, mais qui montrent qu'on les dérange, qui montrent qu'on les empêche de fonctionner normalement. Et le gros truc à faire maintenant, c'est vraiment de leur faire peur, quoi. Il faut qu'ils flippent de ouf. Nous voyons que beaucoup de jeunes se désintéressent de plus en plus du climat, de par la complexité du problème et une forme de déni. Pourquoi ? Je pense que vous comme moi, on a été biberonnés depuis l'enfance à la notion de progrès, d'innovation, de consommation amenant bonheur. Et c'est hyper difficile d'en sortir parce que c'est comme si c'était le logiciel, les lunettes qu'on nous a mis sur les yeux. Donc réussir à enlever ces lunettes et en mettre d'autres, déjà ça c'est super chaud. Après il y a juste l'enjeu que clairement là, ce qu'il faut qu'on fasse c'est décroître. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est arrêter de faire ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est pas très séduisant. C'est pas hyper chouette. Moi, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Un avenir désirable pour 2030 où j'essaye de montrer une décroissance très forte, très importante et une lutte contre les pollueurs, un abandon de plein de machins qui soit quand même chouette et qui ait quand même du sens. Mais c'est sûr que c'est un exercice qui est difficile parce que quand, à longueur de temps, à chaque fois que tu fais 100 mètres,
t'es bombardé de 50 publicités qui te disent de consommer davantage, les gens qui veulent décroître n'ont pas les moyens, c'est logique, de faire une contre-propagande efficace. Parce que clairement, pour moi, il s'agit de propagande, il s'agit de bataille des idées. Donc, je pense qu'il y a aussi une notion de rêve. Tu vois, je pense qu'on a tous été sensibles à l'idée de le rêve, c'est tu grandis, tu as un bon boulot, tu as beaucoup d'argent, tu voyages à travers le monde pour voir toutes les belles choses qui restent, et tu as ta bagnole et tu n'as pas de limite, tu vois, tu n'as pas de contraintes. Et effectivement, l'écologie, il y a des contraintes. Il faut qu'on arrive à se limiter. D'ailleurs, c'est parce qu'on ne se limite pas qu'on est en train de tout défoncer. On a dépassé des seuils. Donc, les contraintes, on n'aime pas ça, et je pense que c'est vraiment ce qui contribue au fait de se dire je vais laisser ce sujet de l'écologie sur le côté. Mais je pense aussi qu'évidemment, il y a beaucoup, ça fait peur en vrai, c'est hyper flippant, c'est les conditions de la vie sur Terre. Quand on se bat, ça marche, ça fait du bien au cerveau, ça fait du bien à l'éco-anxiété. Même si nos combats n'aboutissent pas tout de suite, être en mouvement, être en lutte, c'est vraiment le remède qui, à mon sens, est le plus efficace aujourd'hui parce que, comme je l'ai dit, la paralysie, c'est insupportable et la fuite est très, très, très coûteuse. L'image, c'est on fonce à 100 à l'heure dans un mur. Le mur, il est à 50 mètres de nous et la distance de freinage de notre véhicule, elle est de 100 mètres. Donc, de toute façon, même si on freine maintenant, on a besoin d'une distance de freinage qui est plus grande que ce qui nous reste jusqu'à l'effondrement des espèces et l'effondrement de l'humanité, en fait. Donc, en fait, pourquoi se priver d'en profiter puisque on ne peut plus rien faire avant l'extinction. Il ne faut pas que la conscience de l'effondrement mène à l'absence de lutte. Effectivement, ces gens peuvent continuer à faire comme ils ont fait jusqu'à maintenant, peuvent profiter de la vie, consommer tous azimuts et ne se préoccuper de rien, parce qu'il y a des industriels et des décideurs politiques qui leur en laissent le choix. C'est parce qu'il y a toujours autant de trucs fabriqués en Chine à 3 francs 6 sous qui sont vendus dans tous les magasins. Il y a toujours autant de matériel extrêmement polluant qui est en vente dans les magasins, qui est à disposition de tout le monde. On a le choix de continuer à vivre dans cette surconsommation qui est destructrice. Et c'est ça qu'on ne devrait pas avoir, on ne devrait même pas avoir le choix. On ne devrait pas avoir le choix. Ça devrait être absolument impossible de continuer à détruire la planète. Or, si c'est possible, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens de vos âges et plus âgés qui continuent à le faire. C'est normal. Mais ce que je trouve fascinant, c'est qu'on sait vraiment ce qu'il faut faire et souvent c'est plus simple que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est presque de la désinnovation. C'est ça les low-tech. C'est des technologies très simples, réparables, réutilisables, sans brevet, tout le monde peut s'y mettre. Et c'est ça l'innovation de demain. Et c'est effectivement pas celle qu'on met en avant aujourd'hui. Et pourquoi on ne la met pas en avant ? Parce qu'elle n'est pas rentable. C'est ça qui est très important. Il faut vraiment comprendre, si on ne s'est pas mis dans le grand chantier de la transition écologique, c'est parce qu'il n'y a aucun scénario dans lequel c'est réconciliable avec une croissance économique. Ça ne peut pas rapporter plus. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est que ce soit plus durable, que ce soit moins destructeur. Or, le capital, pour gagner, pour finalement faire de l'argent, il faut détruire quelque chose, forcément. Et donc, ça peut pas. Ces deux objectifs sont pas alignés. C'est pour ça que la croissance verte, c'est absolument impossible. Ça n'existera pas, c'est juste une lubie, quoi. Dans une société comme celle-ci, on organise toute la société, en fait, autour d'un seul objectif, c'est de réaliser du profit. Et pourquoi ? Parce que ça génère la croissance, et la croissance génère le contrat social, c'est-à-dire la capacité à protéger les personnes les plus vulnérables. Et donc, c'est impossible, puisqu'aujourd'hui, il nous faut sortir du profit. Que ça ne peut pas. Le profit ne peut pas être l'instrument à l'aune duquel on règle l'intégralité de notre société. Cela n'est pas possible. Et donc, mais c'est un enjeu majeur, c'est-à-dire qu'il va falloir comprendre qu'il y a une limite à l'enrichissement, qu'il y a une limite à la puissance, qu'il y a une limite au fait de prendre, utiliser et jeter, qu'on ne peut pas être dans la prédation des ressources. Il va falloir nous auto-limiter, ce que nous n'avons jamais fait, ou du moins pas dans l'ère moderne. Puisque, au contraire, toute l'ère moderne, toute l'ère que l'on connaît aujourd'hui, elle est fondée sur une seule chose, c'est qu'on est de plus en plus puissant, de plus en plus fort, de plus en plus nombreux, de plus en plus riches. Et donc, il va falloir complètement revoir notre manière de penser, pour dire que ça n'est pas un but en soi. Et qu'au contraire, aujourd'hui, il nous faut trouver une forme d'État stationnaire, une forme d'État qui fasse que tout le monde a sa place dans la société, qu'on a une richesse suffisante pour vivre dignement, mais qu'on n'a pas le but de s'enrichir
en tant que tel. Et ça, c'est vraiment c'est un changement assez radical de civilisation. Reporter est l'un des médias prônant ce changement radical de la civilisation. Créé par Hervé Kempf, ce quotidien défend une écologie nécessaire. Pour lui, derrière le réchauffement climatique se trouve le problème du système économique capitaliste. Donc je m'appelle Hervé Kempf et j'anime Reporter, le quotidien de l'écologie sur Internet. Moi, mon problème, c'est pas que le capitalisme dure ou pas, c'est que la société humaine continue à vivre dans la paix, dans un respect de la biosphère qui lui permettent d'avoir durablement des conditions de vie qui permettent à chacun et à chacune de vivre dignement. Et pour l'instant, le capitalisme, c'est ça qui me préoccupe. La question du sort du capitalisme est très secondaire. On s'en fiche en fait. Peut-être que ça a été utile à un moment donné, je ne sais pas, je ne veux pas juger le capitalisme en soi, mais dans la période historique du début du XXIe siècle dans laquelle nous sommes, il est absolument indispensable de trouver d'autres modes d'organisation collective à l'échelle planétaire. Et donc, pour l'instant, ça fait des décennies qu'un certain nombre de gens essayent de nous faire croire qu'il y aurait une compatibilité entre le capitalisme et le respect de l'écologie et l'évolution de tous les indicateurs en matière d'écologie, que ce soit les émissions de gaz à effet de serre, que ce soit l'évolution du nombre d'espèces, que ce soit le volume de la pollution, que ce soit l'état des écosystèmes, montre que le système économique actuel qui s'appelle le capitalisme est incapable d'enrayer la course vers la destruction. Donc, vraiment, il faut se défaire de l'idée que ça serait important de maintenir le capitalisme. Et aussi, il faut se défaire de l'idée que le capitalisme est là pour durer ad aeternam, alors qu'une fois de plus, plein de cultures humaines, de civilisations humaines ont disparu pour laisser la place à autre chose. Et aujourd'hui, il faut l'affirmer, on ne va pas se sauver grâce au PIB. C'est pas 3 lettres qui vont nous sauver. Ce qui va nous sauver, c'est notre capacité à changer nous-mêmes notre propre société et à le faire en temps de paix. C'est un défi inouï. C'est un défi inouï. Surtout en temps de paix. Parce qu'on a réussi à changer des sociétés. Mais souvent, c'était après des conflits qui nous obligeaient à repenser notre modèle. Là, il va falloir le faire en temps de paix. Est-ce qu'on sera à la hauteur de nos responsabilités ? La question est posée. Est-ce qu'on préférera nos SUV ou nos enfants ? Pouvez-vous définir ce qu'est la croissance verte ? La croissance verte, c'est un tour de magie. Donc la croissance, c'est l'augmentation du PIB, d'accord, du produit intérieur brut. Donc quand vous augmentez d'1% de PIB, aujourd'hui on a besoin de moins d'énergie pour faire ce pourcentage-là de PIB par rapport à il y a 20 ans ou 30 ans. Donc on a quand même gagné en efficacité. Mais par contre, l'augmentation du PIB est plus rapide que les gains d'efficacité. Ce qui fait qu'à la fin, on met plus de carbone dans l'atmosphère qu'avant les progrès qu'on a fait. Donc aujourd'hui, on a une obligation de résultat. Aujourd'hui, on doit émettre moins de carbone. Donc en fait, que par point de PIB, parce que c'est ça la croissance verte, c'est dire, mais regardez, par point de PIB, on a moins d'énergie, on a besoin de moins d'énergie, c'est vrai. Non, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, là aujourd'hui, on émet quand même trop d'énergie. Donc c'est pas le sujet, quoi. Et il faut sortir de ça aussi. C'est-à-dire qu'il faut se dire que c'est pas encore une fois, moi je pense que gérer le monde à l'aune du PIB, c'est pas du tout le bon indicateur. On devrait gérer le monde sur la base d'un indicateur de bien-être, sur la base d'un indicateur de santé, est-ce que les gens sont en bonne santé, sur la base d'un indicateur d'addiction par exemple. Combien de personnes sont addictes ou pas ? Ça c'est un indicateur de bonne santé. À quoi ? À ce qu'on veut, peu importe. Mais en fait, combien il y a de guerres, combien il y a de... Tout ça, ce sont des indicateurs au nom desquels il serait pertinent de gérer nos actions publiques. Par contre, le gérer au nom du PIB, ça ne dit rien. Aujourd'hui, vous faites une guerre, vous augmentez votre PIB. Est-ce qu'un des freins à l'arrêt du capitalisme ne serait pas une absence d'un autre modèle économique ? En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'on a déjà des bribes de non-capitalisme qui existent. L'assurance maladie, c'est ça. C'est à tout le monde qui contribue un petit montant pour que des moments où des gens sont plus en galère que d'autres, ils aient accès à ces ressources collectives. En fait, ça existe, quoi. La sécurité sociale, ça existe. Et c'est pas... je trouve pas ça très difficile d'envisager ça pour d'autres éléments, tu vois. De se dire, par exemple, si l'agriculture est en difficulté avec le changement climatique, on sait que ça va pas être partout la même chose. Il y aura des régions qui sont plus impactées. Ces régions-là, on va les aider quand elles sont impactées. Et quand elles seront bien, elles iront aider les autres, en fait. En fait, c'est de la solidarité de base qu'il faut mettre en place à tous les niveaux. Et c'est pas
Et c'est très intéressant parce que le capitaliste, ce qu'il nous a dit, c'est la compétition, sa valeur centrale. Tu remplaces la compétition par la solidarité et d'un coup, tu n'es plus dans le capitalisme. Et étrangement, ça marche, hein. C'est pas très compliqué. Il faut juste changer l'espèce de problème premier, c'est-à-dire comment tu dois aborder un problème, par exemple l'agriculture. Est-ce qu'il faut mettre tous les agriculteurs en compétition ou est-ce qu'il faut mettre tous les agriculteurs en solidarité ensemble? Bah, tu changes juste ce switch-là et tu as un monde qui est en dehors du capitalisme. Après, le capitalisme, il est en chacun de nous. Il est vraiment en chacun de nous. On a tous envie d'accroître notre capital, qu'il soit symbolique, qu'il soit matériel. Et en fait, c'est détruire le capitalisme à l'intérieur de nous. Ça peut être intéressant. Après, il faut juste se rappeler que c'est très récent, cette histoire du capitalisme. Dans l'histoire de l'humanité, c'est quand même une invention très récente. Et c'est la force de ce système-là, à un moment où je suis né, dans les années 90, où il a dit, regardez, l'URSS s'est cassé la gueule, il n'y a plus d'alternative. La seule chose qui existe, c'est le capitalisme mondialisé, néolibéral. Et en fait, c'est faux. Il y a vraiment plein d'autres modèles de société qui existent. Il y en a plein d'autres qui s'expérimentent déjà et qui sont beaucoup plus durables. Il y a une très bonne étude qui est sortie de Carbone 4 qui montre que même si tu deviens un espèce de éco-warrior, toi individuellement, que tu fais tout absolument impeccablement, tu ne réduiras ton empreinte carbone dans la durée de ta vie que de 15 à 20%. Ça veut dire que les 80% restants, c'est des choix de société. C'est des infrastructures qui sont construites, c'est des entreprises qui ont les mains libres pour faire ce qu'elles veulent. Et donc forcément, on voit que c'est bien de faire des trucs qui te permettent aussi d'être aligné toi-même, mais il faut absolument faire du collectif. C'est absolument indispensable. Surtout que, moi je trouve que ça crée une espèce de dissonance de ouf, de se dire je dois agir à mon petit niveau et trier mes pots de yaourt parce qu'on est face à la 6e extinction de masse. Ça marche pas, dans ton cerveau ça vrille, tu vois, si tu fais ça. Tu te rends bien compte que c'est pas suffisant de trier tes pots de yaourt par rapport à l'ampleur du problème. Et donc c'est qu'en se mettant en mouvement en collectif qu'on commence à se dire, ok, en fait, là il y a des leviers, là il y a peut-être des trucs qu'on peut vraiment empêcher, quoi. Un ingénieur qui suit toutes ces questions depuis très longtemps me dit que ça le trouble vraiment, que ça lui pose un énorme problème philosophique, anthropologique. Est-ce qu'on nous dit qu'on est des homo sapiens sapiens? On nous dit parfois qu'on a tous appris à l'école qu'on est la branche la plus évoluée des primates, mais parfois on se demande si on est des sapiens sapiens ou des débilus débilus. Parce qu'on va vers le chaos, on le sait, tous les mois il y a une étude qui le montre, tous les mois il y a eu 700 morts dans les canicules au Canada, il y a eu 200 morts dans les inondations en Allemagne, donc putain on l'a vu même sur BFM, c'est pas la chaîne la plus scientifique, même sur CNews que je ne regarde jamais, je pense qu'ils ont montré les images des inondations et des canicules. Donc il faut être débile pour ne pas le comprendre, et bien malgré ça, on va vers un suicide de l'humanité en le sachant. C'est dramatique, c'est-à-dire que l'humanité sait qu'on va vers le chaos, on sait quelles sont les solutions et on choisit quand même d'aller vers le chaos. Et en ces temps de sécheresse historique, plusieurs milliers de manifestants s'étaient donné rendez-vous dans les Deux-Sèvres aujourd'hui. Le rassemblement des opposants au projet de réservoir d'eau pour l'irrigation dans le Poitou a tourné à l'affrontement avec les gendarmes cet après-midi. Il y a 7 blessés pour l'instant. Nous sommes le 29 octobre 2022. Après 5 heures de route, nous arrivons enfin à Sainte-Soline, où se tient le jour même une grosse mobilisation contre les méga-bassines. Une méga-bassine, c'est ça. Un énorme cratère s'étendant sur 16 hectares, soit l'équivalent de 22 terrains de foot. Financé à 70% par l'État, l'objectif est de pomper dans les nappes phréatiques l'hiver, quand elles sont abondantes, pour pouvoir arroser les champs l'été, où l'eau se fait de plus en plus rare. Si l'idée peut paraître bonne au premier abord, ces infrastructures présentent de nombreux défauts. En effet, si les nappes sont abondantes l'hiver, c'est en partie pour alimenter les cours d'eau l'été. Ces méga-bassines participent donc à l'érosion des sols et à l'assèchement des cours d'eau l'été. De plus, l'eau contenue dans les bassines est soumise à l'évaporation et au pourrissement car exposée directement au soleil. Enfin, un des principaux défauts de la privatisation de l'eau est que les agriculteurs de la région qui n'adhèrent pas à ce modèle voient leurs réserves en eau diminuer car accaparées par les bassines. Face à 3000 forces de l'ordre mobilisées, ainsi que 6 hélicoptères annoncés par la préfecture, environ 6000 défenseurs de l'environnement se sont mobilisés pour convaincre de l'arrêt du projet de la plus grosse bassine de France. Sur le camp, camping, cantines et chapiteaux sont érigés pour accueillir au mieux les manifestants. On se mobilise aujourd'hui contre les projets de cette bassine ici, et notamment la bassine de Sainte-Soline, qui est la plus grosse bassine du projet. C'est 720 000 mètres cubes d'eau sur 16 hectares. Avec 18 km de canalisation qui vont ensuite fournir cette eau aux différentes exploitations. Ça va concerner que 12 exploitations
sur le territoire, sachant qu'aucune de ces exploitations n'est en conversion en agriculture biologique et qu'aucun ont fait un engagement de réduction de pesticides ni installé en termes de maraîchage, etc. C'est un projet qui n'a aucun sens en fait. Pourquoi ça n'a aucun sens? Ça n'a aucun sens pour la préservation de l'eau. On sait qu'on va vers des années sur une exponentielle où la sécheresse va être de plus en plus forte, sur des temps de plus en plus longs. Il va falloir laisser l'eau dans nos nappes phréatiques. Oui, c'est vraiment, on lutte vraiment contre un projet d'accaparement d'eau. Et si on ne veut pas que ça se fasse ici, c'est aussi parce qu'on ne veut surtout pas non plus que ça se fasse ailleurs. Donc c'est des projets... Tous ces projets d'accaparement d'eau, et ici il y a aussi des collectifs qui se battent pour la défense de l'eau en règle générale, partout en France. Donc c'est vraiment de lutter tous ensemble contre les projets d'accaparement d'eau, de privatisation au profit d'une minorité de gens qui se privatisent cette eau bien commun public qu'on a tous le droit à avoir accès. On est là et on a déjà des victoires à célébrer. Il y a eu un véritable coup de maître stratégique ce mardi où à 50 nous avons pris possession de ce terrain au nez et à la barbe de la préfète et avant l'application de ces arrêtés liberticides. On a surtout eu la plus belle des victoires, mais il va falloir la confirmer celle-là, puisque jeudi soir, sur les coups de 8h à la nuit tombée, on a vu passer au loin un magnifique cortège, tout gyrophare déployé. C'était ces fucking machines qui rentraient au bercail. C'était les saloperies de machines de la De-Sévrienne et de Charpentier. Et elles resteront à la maison et nous allons développer les actions pour que ce soit le cas. Aujourd'hui, évidemment, on va vivre un jour historique. Et aujourd'hui, vous le savez, on va vivre une épreuve, on va vivre quelque chose qui va nous marquer pour toute notre vie. Et quand on se retrouvera, on pourra dire, on était là. Et c'est ce jour-là où on aura fait en sorte que les bassines, ce soit la fin de leur histoire. No Bassaran! No Bassaran! No Bassaran! Ceci, ce n'est pas au public, mais au peuple. Nous sommes les citoyens et nous irons là-bas. Nous reprendrons ce que l'on nous doit. Cette bassine, c'est la nôtre. Ce trou, ce cratère, on l'aura. No Bassaran, camarades. Situé à quelques kilomètres de la bassine, le campement est divisé en 3 groupes distincts, une stratégie pour disperser les forces de l'ordre et avancer jusqu'à l'objectif. Ainsi, le groupe vert, blanc et rouge empruntent des chemins différents et sont totalement autonomes pour être imprévisibles. L'objectif pour chaque groupe est d'arriver le premier dans la bassine en construction. Dans chacun de ces groupes, il y a des groupes déjà constitués d'une petite centaine de personnes qui a réfléchi, travaillé les itinéraires et les endroits où on va vous emmener. Ces groupes-là, ils vont prendre la tête des cortèges. Il faut leur faire confiance. Il y aura des mégaphones pour indiquer aux gens où on va, comment on y va et éventuellement pour ajuster nos itinéraires si on est bloqué quelque part. Une des techniques utilisées pour contrer la police pacifiquement consiste à marcher sur une seule ligne. Allez, on avance! Cela oblige ces derniers à s'étaler, laissant apparaître des trous par lesquels s'engouffrent en masse les manifestants. Vite! Oh, dégage! Mais vous allez me tuer! J'ai une pile au cœur! Vite! Et vous, avec la bannière blanche, vous allez faire la même chose. Vous allez viser le dernier fourgon de la colonne. D'accord? Et là, il y a un groupe qui reste avec la sono. Et vous? Et quand ils vont s'étaler à un moment, ça va pouvoir passer de plusieurs endroits. Et c'est possible que ça fasse un trou au milieu. Et donc on repasse comme on a passé la route. Tous ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Allez, on y va!
Qu'est-ce que vous faites là? Le gaz. Le gaz. Défendre l'agroalimentaire, l'agriculture intensive, alors que nous on est là pour l'avenir de tout le monde, les enfants, de l'eau potable simplement. C'est vraiment problématique de ne pas se rendre compte, de ne pas être sur le terrain et de parler avec des vrais agriculteurs qui utilisent d'autres méthodes d'agriculture qui permettent d'utiliser moins d'eau, de ne pas s'accaparer des sources d'eau alors qu'on en a besoin, dans nos nappes phréatiques alors qu'on a des restrictions pour tout le monde. Donc voilà, c'est pas facile. Et ça passe alors. Et les canards, vous arrêtez? Vous défendez quoi là? Vous défendez un bout de terre, bande de cons. Allez! Juste qu'on se mette d'accord pour laisser un avenir à nos gamins. Juste ça, replanter des arbres quoi. Pas soutenir une agriculture qui désertifie tout. Sérieux? Pas ça quoi. Il en reste 400 000 agriculteurs en France. Et il y en a les 2 tiers qui vont partir à la retraite et il n'y a pas de repreneur, il n'y a personne. Quand il va en rester 100 000, tu crois que 100 000 agriculteurs ils vont nourrir 60 millions de personnes? Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui assis sur le bord de la route? Pour essayer de laisser un avenir à mes 2 gamines. Et pas qu'à mes 2 gamines, à l'humanité en général en fait. Elles ont quel âge vos filles? Elles ont 5 et 8 ans. Au printemps, on a trouvé une petite famille de hérissons. Les scientifiques ils disent que les hérissons, en 2023, il n'y en a plus. J'étais hyper contente au printemps de trouver une petite famille de hérissons. Je les ai retrouvés crevés 3 semaines après, il y avait 4 petits. Les hérissons, ils étaient crevés 3 semaines après parce qu'ils n'ont même plus assez pour bouffer, quoi. Ouais, mais en fait, là pour l'instant, ça vous fait rigoler. Quand vous allez capter, franchement, vous n'allez pas rigoler après. Sérieux. Non, je bouge pas. Allez, madame. Bah, vous me virez si vous voulez, moi je bouge pas. Ça a pété à moins d'1 mètre de moi. Wow, wow, wow. Ah bah Dédé. Ah il a franchi le fossé quoi. Après cette manifestation, nous avons voulu nous pencher sur les solutions qui s'offrent à nous pour régler le problème du réchauffement climatique. Vous pensez que ce système peut être changé de l'intérieur ? Mais je pense qu'il faut tout faire. Il faut en même temps changer nos comportements perso. Moi, je ne prends plus jamais l'avion, sauf quand je vais en Afrique, à Bamako. Mais dans ma vie personnelle, je ne prends plus jamais l'avion. Même un bon Béarnais comme moi, qui est nourri au jambon de Bayonne quand j'étais petit, j'essaye 2 jours ou 3 jours par semaine de plus manger de viande. Et j'arrive à vivre avec... Voilà. Donc déjà, on peut changer
consommer moins de vêtements. Ce matin, ma femme me demandait si elle ne pouvait pas acheter un petit truc. Et je lui ai dit, écoute, non, tu n'en as pas besoin. Franchement, il est très joli. Elle m'a montré la photo de fringues qu'elle voulait s'acheter. Je lui ai dit, écoute, c'est très joli, mais on n'en a pas besoin. La consommation de vêtements. Donc il y a des choix perso qu'on peut faire, mais il y a aussi besoin de changer collectivement. Dans mon coin des Pyrénées, j'ai beaucoup vécu à Toulouse, mais sinon j'ai mes attaches d'un petit village. Mais dans ce coin-là des Pyrénées, tout le monde prend sa voiture pour aller au boulot. Tous ceux qui ont un boulot prennent la voiture pour aller à Pierrefitte ou à Argelès parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Donc on ne peut pas leur demander de changer leur comportement là-dessus si on ne met pas en place des transports en commun. Et chacun ne peut pas dire moi je mets en place un transport en commun. Il y a besoin d'investissement public. Pareil pour isoler les maisons, que ce soit nos maisons perso ou bien la maison de retraite du village ou le centre sportif. C'est 30 000 €, 40 000 € pour isoler bien une maison. On ne va pas demander à chaque famille de trouver 40 000 €. C'est pour ça que je me bats pour qu'il y ait des subventions et que chaque famille et chaque petite entreprise, chaque village reçoive des subventions massives pour isoler. Et je crois qu'il faut en même temps veiller à notre équilibre perso, à notre joie de vivre perso. Et la joie de vivre, elle peut être renforcée parce qu'on agit avec d'autres pour changer le monde. On sait que si on n'agit pas, on va vers le chaos. On sait que de notre vivant, c'est pas dans 3 siècles. Si vous faites ça, je pense que vous n'avez pas besoin de vous convaincre, c'est qu'on va connaître la catastrophe de notre vivant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut l'éviter et qu'il y a du plaisir, on peut prendre son pied, on peut trouver du plaisir à agir avec d'autres pour changer le monde. Il y a beaucoup de gens qui désespèrent en ce moment, qui pensent que l'accumulation des problèmes, on a le dérèglement climatique, on a eu le virus, maintenant on a la guerre, voilà, il y a de quoi se flinguer. Si on reste chacun chez soi et si on n'est pas d'un collectif qui voit qu'il y a des solutions, il y a de quoi se flinguer. Mais il faut toujours penser qu'on a dans l'histoire de l'humanité, on a vu des moments terribles où il y avait des systèmes monstrueux et on a cru que ces systèmes monstrueux étaient là pour l'éternité. Et puis des hommes et des femmes se sont levés et ont fait tomber. On a eu l'apartheid et on a fait tomber l'apartheid. On a eu le mur de Berlin, on a fait tomber le mur de Berlin. Mais je sais que tout ça n'est pas agréable à entendre et je sais que c'est pas simple. Mais quand vous dites Total, il permet d'avoir des camions qui vont dans des supermarchés pour fournir la nourriture, rien ne va dans cette phrase en fait. Il n'y a pas de camion qui amène la nourriture, il n'y a pas de supermarché. On retrouve une nourriture de proximité, on retrouve des réseaux locaux, on retrouve une terre arable à proximité, on fait des circuits courts, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de camions qui traversent le monde entier pour nous fournir une chemise, quoi. Tout ça n'a pas de sens. Allô ? Ça n'a pas de sens. Voilà. Et puis très concrètement, même en termes économiques, vous avez un secteur économique qui marche très bien sans capitalisme, ça s'appelle les coopératives, qui ne sont pas animées par le profit. Tout à l'heure, on a démarré, vous m'avez déposé des questions sur Reporter. Reporter, on est post-capitaliste, ça n'empêche pas qu'on soit sérieux, qu'on embauche, que nous soyons salariés de cette association, et même, je vais vous dire, on est plus efficace que des capitalistes. Pourquoi ? Parce que les excédents qu'on peut faire, on ne va pas les donner à des actionnaires, on va les réinvestir. Déjà, on va les mettre de côté pour garantir l'indépendance du journal, parce qu'il n'y a pas de bonne information si on n'est pas indépendant. Et puis après, on va faire quoi ? On va faire de reportages, on va embaucher des nouveaux journalistes, et on a quelque chose qui tourne. Et vous avez en fait plein de structures qui sont très efficaces. Le capitalisme n'est pas efficace, il est inefficace écologiquement, on l'a dit, mais même économiquement, il n'est pas très efficace. Il met plein de gens au chômage, il crée plein de pauvreté. Et voilà, on peut raisonner par rapport aux besoins sociaux, par rapport aux besoins collectifs et par rapport à la juste rémunération du travail, mais sans profit. Le profit n'est pas un ingrédient utile. Il ne faut pas confondre le fait qu'il faut équilibrer ses comptes et qu'il faut être rigoureux dans une entreprise, par exemple. Il faut gagner plus d'argent qu'on en dépense, autrement on est en déficit, mais rien n'oblige à ce que l'excédent possible soit transformé en bénéfice pour des actionnaires. Si je résume votre pensée, il faudrait plus que l'argent soit un moyen qu'un but en soi. Exactement. En fait, les idéologues du capitalisme sont convaincus, derrière il y a une idée des humains qui est on chercherait tous seulement notre intérêt personnel. En fait non, on ne cherche pas notre intérêt personnel, on cherche, vous faites quelque chose qui vous plaît avant tout. Moi j'essaye de faire un boulot qui me paraît utile. Les solutions, elles sont très nombreuses. Puisque j'ai cité l'agriculture, effectivement, un autre mode culturel ou des cultures mieux adaptées font partie des solutions. Mais ça c'est déjà le cas, les recherches sont en cours pour des cépages qui sont déjà testés, qui sont plus résistants à la sécheresse, qui sera en France, avec les canicules forte chaleur, le risque majeur ce seront les sécheresses. Ça peut être des cépages anciens que l'on a abandonnés
parce qu'on considérait que ce n'était pas suffisamment rentable et qui maintenant deviennent au contraire beaucoup plus intéressants. Donc ce n'est pas forcément par des techniques de ce type-là, de type OGM. Ça peut être aussi, dans le cas de la vigne, j'avais vu cet exemple, je ne fais que le citer, de planter de l'herbe, voilà, de faire pousser de l'herbe entre les rangs de vignes, parce que cela conduit la vigne à aller chercher l'eau plus profond, parce que l'eau superficielle étant prise par le couvert herbeux, pour aller chercher l'eau, le cep de vigne s'adapte, il va aller il va produire des racines qui iront plus profond chercher de l'eau et cela rendra plus résilient en période de sécheresse. Mais ça veut dire qu'il faut être plus attentif à la façon de produire et éviter des importations, par exemple aussi de soja du Brésil. On pourrait produire du soja en Europe si on pouvait disposer de davantage de terres qui ne seraient pas utilisées par ailleurs pour l'étalement urbain ou pour toute autre chose, tout autre usage. Donc et il y a un autre défaut à la décroissance à mon sens, c'est que la décroissance ne dit absolument rien du modèle social. C'est-à-dire qu'on décroît, d'accord, mais les riches peuvent très bien mettre des clôtures autour de leur jardin et laisser les pauvres crever, ça fera décroissance. Hein. Et donc ce qu'il nous faut repenser, c'est un modèle social. C'est-à-dire quel est le modèle social, quel est le modèle de société qui nous permet de diminuer nos émissions de carbone et de faire en sorte qu'on s'entraide, qu'on soit solidaire, que les plus pauvres soient protégés et surtout qu'ils sortent de la grande précarité et que les plus riches arrêtent de s'enrichir, voire diminuent leur niveau de richesse. C'est ça le sujet. Que les solutions, ça fait longtemps qu'on les connaît par rapport au mur dans lequel le système actuel nous envoie, mais qu'après il faut arriver à pouvoir les mettre en place, donc il faudrait qu'il y ait des jeunes qui arrivent aux manettes du pouvoir, mais en ayant encore conscience que l'intérêt collectif passe avant leur intérêt personnel. Il faut s'interroger, il faut se poser des questions. Quel usage, quelles sont les conséquences de tel ou tel usage, et parfois il y a des mauvaises solutions, il y a des fausses solutions. Il y en a un qui est typique, c'est la climatisation. C'est la mauvaise solution parce que là aussi une estimation qui peut être faite par des scientifiques montrant que si on généralisait la climatisation à Paris, on réchaufferait la température de la ville de 1 à 2 degrés. Parce qu'on refroidit à l'intérieur des bâtiments, mais on réchauffe à l'extérieur, on rejette la chaleur à l'extérieur. Une autre conséquence de la climatisation, c'est qu'elle consomme de l'énergie aussi. Il faut aussi de l'électricité. Voilà, donc pourtant, c'est une solution pour s'adapter. Et on a besoin de climatisation dans certains locaux, dans les EHPAD, mais pas que, dans les écoles. Passer le bac par 38 degrés, comme ça s'est vu récemment, c'est pas non plus acceptable. Finalement, il faut pouvoir trouver des solutions. Simplement, il faut faire attention à l'échelle à laquelle on les applique. Mais ce qui est important aussi, c'est de dire qu'on peut y prendre du plaisir. Comme par exemple faire du vélo. Sur le trajet de domicile-travail ou domicile-école, domicile-lycée, c'est aussi un bénéfice personnel. On trouve du plaisir à faire du vélo. Et en plus, on ne le fait pas pour sauver la planète, quoi. Mais c'est pas la peine de le faire pour sauver la planète, on le fait parce qu'on y trouve du plaisir. Et pour chaque geste comme cela, de cette manière, enfin chaque changement de comportement, on peut, dans certains cas, quand même aussi trouver du plaisir. C'est pas forcément toujours une contrainte, mais il faut quand même quelques contraintes, parce que le laisser faire, en général, ça a aussi de mauvaises conséquences dans certains domaines, industriels en particulier. Lors de nos interviews, nous avons posé cette question à tous les intervenants. Imaginez que cette vidéo puisse être visionnée par un grand décisionnaire de ce pays. Quelles seraient vos recommandations ? Le but final était de se rendre au ministère de l'écologie pour faire réagir la ministre de la Transition énergétique. Contacté à de nombreuses reprises, le ministère de la Transition énergétique et de l'écologie resteront sourds à nos demandes d'interview. L'entreprise pétrolière Total refusera également toute interview. Si je devais m'adresser à un responsable politique aujourd'hui, je lui dirais déjà d'arrêter d'être dans le déni, d'accepter ce défi immense qu'est l'urgence écologique et de simplement, en fait, écouter les recommandations des scientifiques depuis des années. On n'a absolument
tout à y gagner à faire face à cette urgence maintenant. Et plus on retardera l'action, plus il y aura de morts, de malades et de vulnérabilité aussi et de précarité. Je pense que les gens cherchent aujourd'hui essentiellement à mettre un prix sur le carbone. Les réformes qui ont été proposées n'ont jamais été assez claires. Moi, j'aurais envie d'une réforme simple et extrêmement claire du genre on taxe le carbone et l'argent de cette taxe est immédiatement redistribué à tout le monde en essayant de respecter une sorte de justice sociale, mais l'argent est immédiatement redistribué. Ce qui pousserait, à mon avis, et c'est pas moi, ça vient pas de moi, ça vient de Jim Hansen, et qui dit que si on redistribue immédiatement l'argent aux gens, on convainc les riches d'arrêter d'émettre parce que comme les riches émettent beaucoup plus que les pauvres, elle va forcément être très lourde envers les riches puisque les riches émettent beaucoup plus de CO2 et du coup ça va convaincre les riches d'émettre moins. Et si on redistribue l'argent à tout le monde, ça peut convaincre aussi les pauvres d'arrêter d'émettre parce que c'est une source de revenus pour les pauvres et moins ils émettent de carbone, plus cette source de revenus augmente. N'ayez pas peur, faites les choses en grand. Quand Kennedy est resté dans l'histoire parce qu'il a été abattu, mais aussi d'abord parce qu'il avait redonné l'espoir à son peuple. Le grand discours de Kennedy, « We choose to go to the moon », nous avons décidé d'aller sur la Lune. Il y a des millions d'Américains qui se disent « Putain, je suis fier d'être dans ce pays », qui ont des frissons dans le dos. Mais après ça, c'est pas juste du blabla, c'est pas juste du discours. Kennedy se donne les moyens de réussir. Il va multiplier par 15 le budget de la NASA. Il va créer plus de 300 000 emplois juste pour envoyer 3 personnes sur la Lune. Et le peuple américain est très heureux. Et derrière, tout le monde profite des retombées technologiques. Allez-y, franchement. Vous serez très heureux. Vous serez fiers devant vous, devant vos enfants, d'avoir changé les choses. Sinon, vous allez vous en vouloir. Quand vous ferez le bilan de votre vie, vous allez vous dire « J'ai été nul à chier ». En tout cas, moi, ce que je ferais si j'étais à votre place, chers grands décideurs, c'est... vous réunissez autour de votre table les patrons du CAC 40 et vous leur dites c'est fini. Voilà. C'est fini l'enrichissement boursier, c'est fini la fraude fiscale, c'est fini les écocides. Voilà, maintenant on va réguler. Donc prévoyez votre retraite parce que là c'est fini. Ma recommandation principale à un grand décisionnaire, c'est de bien réfléchir parce que j'ai la certitude que s'ils ne font rien, s'ils se maintiennent dans l'inaction, ils vont être jugés pour crime contre l'humanité. Parce que c'est vraiment un crime de savoir quels sont les leviers nécessaires pour éviter la catastrophe, pour éviter le précipice, et de ne pas les activer pour la simple et bonne raison qu'ils essayent de préserver des intérêts court terme. Donc moi c'est surtout ça, c'est réfléchissez bien quoi. Réfléchissez bien en votre âme et conscience. Là vous êtes peut-être dans votre poste parce que vous avez fait allégeance au système tel qu'il est. Ce système ne va pas durer, ce système est basé sur des énergies infinies, ce système est déjà fini. Choisissez dès maintenant de quel côté de l'histoire vous êtes.